Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir l'auteur, historien et scénariste et même érudit des Jeux olympiques parce que je crois qu'il n'y a pas meilleur que Monsieur Paul Hull pour parler de Jeux olympiques, mais on va parler un peu plus du fait français aujourd'hui. Bonjour Monsieur Hull, comment ça va? Bonjour, M. Gauvin. Mais ça va bien en dépit de tout. COVID obligeant, on est obligé d'avoir un moral supérieur à ce qu'il était il y a même 2 mois, avant que la phase 2, comme on dit, nous attrape. Mais ça va très bien. Excellent. Alors, on va parler un peu de le cheminement que vous avez fait dans le domaine soit des médias et autres, Ah, ah. et les fois que vous avez à côtoyer avec l'importance de la langue française. Vous avez commencé comme auteur. Comment vous avez commencé votre carrière? Ben, j'ai commencé comme auteur par accident parce que je me dirigeais davantage vers un journalisme d'enquête tout en étant déjà à l'emploi du gouvernement du Québec. Il faut dire que dans les faits, j'étais un passionné de sport, j'étais moi-même un pratiquant de bon niveau. Et ce que je trouvais essentiellement, c'est qu'à une certaine époque, pour bien la situer, parlons des années 70, nous avions un journalisme de sport qui, à mon sens en tout cas, euh, ne se concentrait qu'essentiellement sur le sport professionnel et encore là, plus particulièrement sur le hockey et le baseball. Je parle du Québec, bien entendu. Et ça m'irritait parce qu'au même moment, Montréal avait obtenu les Jeux olympiques de 1976. Ces Jeux-là ayant été obtenus 7 ans auparavant. J'étais désespéré de voir que dans tous les journaux du Québec, on peut ajouter évidemment la télévision moindre parce qu'il y avait heureusement un René Le Cavalier qui a pratiquement inventé un vocabulaire de sport et quelques autres de la fameuse équipe radio-canadienne de l'époque. Mais en termes de radio et de journaux écrits, c'était vraiment euh, une peau de chagrin. Et à telle enseigne que j'ai convaincu un parlementaire, il est décédé aujourd'hui, je le salue, M. Gilles Houd, qui était l'adjoint parlementaire du ministre des Sports de l'époque, d'envoyer une équipe de journalistes qui ont eu le privilège d'être libérés par leurs entreprises respectives, faire une tournée européenne pour se familiariser avec à la fois le vocabulaire olympique, donc c'était déjà un début, et à la fois avec l'esprit olympique et les installations et j'allais dire, l'ampleur de cet événement phénoménal. Ce chemin-là, évidemment, a été gagné depuis. Mais à l'époque, c'était un peu ça. Et j'étais un peu au cœur de cette action. Et les événements de 76, des Jeux olympiques de 76, m'ont convaincu par la suite d'entrer dans le domaine de la littérature, donc par la porte. J'avais commis un premier travail, j'étais impliqué beaucoup dans les arts martiaux. J'avais donc fait un premier ouvrage qui s'appelle Les arts martiaux, l'héritage des samouraïs. J'avais trouvé que ma voix était dessinée et par la suite, j'ai écrit La guerre olympique. J'ai eu le grand bonheur que l'ouvrage ait été reçu avec beaucoup d'attention par les éditions Robert Laffont en France et j'ai été publié en France, ce qui m'a valu, bien entendu, une assez bonne vitrine et j'ai continué par la suite. Tant et si bien qu'au moment où on se parle, j'ai passé le cap de 45 années de vie littéraire, que ce soit par les essais, par le roman historique, par les biographies, notamment celle de Louis Cyr, mais également par les scénarios, donc Highlander, Le Dernier Tunnel, North Star, et une contribution également au film Louis Cyr qui a été fait par la suite. Ce qui m'a amené, bien entendu, à être impliqué de façon directe comme artisan, si on veut, de la langue française, c'est-à-dire de me servir de ma langue, qui n'était pas à l'origine ma langue maternelle. Ma langue maternelle étant l'alsacien, l'allemand, puisque je suis né en période d'occupation en Alsace.
mais c'est devenu ma langue véritable pour laquelle je n'ai jamais hésité de me lever puis de me battre dans un territoire totalement envahi par les habitudes américaines, états-uniennes et par une sorte de goût effréné de nos jeunes de vouloir à tout prix parler l'anglais et vivre un peu avec ce franglais qui marque maintenant notre société, et heureusement à un degré moindre qu'en France où c'est une véritable catastrophe. Mais à l'époque, justement, lorsque vous avez commencé, est-ce que ça a été difficile de s'adapter ou d'atteindre un certain niveau de langage? Oui. Ben, écoutez, je vais vous dire Laurent. Écoutez, Laurent, moi, comme j'étais un immigrant, dans une période où les accueils aux immigrants et où les mots défendus avec des lettres comme c'est la grande mode actuellement, on a l'air à s'exciter parce que ici et là, maintenant, on essaie d'avoir une rectitude qui est plus que politique, ce qui nous amène pratiquement à devoir nous censurer tous les jours. À l'époque, lorsque tu es immigrant et que tu arrives ici, tu as deux choses à faire. La première, c'est de régler les questions au bout des points. Et la deuxième, ben, c'est très rapidement d'adapter l'accent et le langage et les termes, la terminologie à ce qui se passe ici. Donc, j'ai rapidement appris le québécois, si je peux dire ainsi, surtout à l'époque, dans les années 50. Mais, bien entendu, ça, c'est de la façon parlée. À la maison, on parlait alsacien. Dehors, ben, je parlais le français québécois. En 6 mois, j'avais perdu totalement l'accent et les déclinaisons, parce que l'alsacien qui parle français, à l'époque, en tout cas, il y avait des accents très, très, très particuliers. Un Alsacien qui allait à Paris, par exemple, en 2 minutes, on disait « Ah, ça, c'est un Alsacien ». Parce que l'accent était un peu plus traînard, on traînait sur certaines syllabes ou certains accents. Et deuxièmement, il y avait un mélange dans la langue parlée en Alsace, surtout après la guerre. Il y avait des mélanges de mots allemands et alsaciens qui faisaient partie du vocabulaire parlé, donc dans la rue. Alors, j'avais cette charge-là quand je suis arrivé ici. Mais comme j'ai dit, au bout de 6 mois, j'ai appris 2 choses. J'ai appris l'accent québécois, puis j'ai appris également certains termes qui se trouvaient très à leur place dans les églises. Et ça n'a pas été trop long. Donc, Mais ça, justement, c'est une question de vouloir m'adapter et m'intégrer tout simplement. C'était une façon de faire. mais vous parlez des sacres. Oui, les sacres, exactement. Les jurons, les sacres, Les pour jurons. ne pas dire les blasphèmes. Oui, c'est ça. À l'époque, ça devait être plus mal vu quand même de les utiliser ou ça... Ah bah oui, d'abord, première des choses, impossible à la maison. Ma mère était une gardienne absolue, d'abord de la langue. Maman regrettait beaucoup de m'entendre en peu de temps, comme on dit, m'entendre en peu de temps, détériorer virtuellement cette précieuse langue que nous avions perdue brutalement en 1940 avec l'entrée nazie dans le territoire occupé d'Alsace. Et ça, ben, j'en étais pas conscient. On n'est pas conscient en bas âge de ce que c'est que de perdre une langue brutalement. Il faut savoir que l'Alsace, à 3 reprises dans son existence, est devenue allemande, est redevenue française, est redevenue allemande et est redevenue nazie par la suite pendant 6 ans, donc de 1939 à 1945. Mon propre certificat de naissance porte l'insigne, en fait, l'estampe du Troisième Reich, c'est-à-dire la croix gammée puis l'aigle. Alors, c'est un rappel constant qu'une langue ne nous est jamais acquise éternellement. C'est un bien inaliénable, mais également très fragile. Et ça, je pense qu'une fois qu'on a vécu cette expérience, il faut s'en rappeler toute sa vie. Et c'est pour ça que je me fais quand même un devoir d'essayer d'en être un porte-flambeau digne de ce nom, là, par la littérature en tout cas. Mais M. Hall, tu sais, quand même, je crois que
peut-être que dans les dernières années, justement, vous parlez de bien conserver l'état de la langue, qu'elle conserve ses lettres de noblesse. Oui. Est-ce que vous avez certaines craintes lorsque vous entendez, disons, certaines Oui. personnes dans les médias ou Oh, dans le oui, la domaine des réponse est communications? oui. La réponse est oui, mais cette crainte, elle se comprend et elle ne peut ne pas s'accepter. Moi, je comprends le fait que la technologie nous est arrivée il y a une vingtaine d'années, à un rythme accéléré maintenant il y a une dizaine d'années. Ces choses-là, ça s'appelle le Twitter, le texto, les abréviations qu'on utilise par les claviers. Ça s'appelle lire beaucoup moins. Ça s'appelle être très pressé. On ne prend plus le temps de lire des livres de 500 et de 600 pages dans notre langue française. La télévision fait le travail pour nous. On n'a qu'à écouter les téléromans, les téléséries, on n'a qu'à écouter nos humoristes pour comprendre où est le danger, et ce danger, il est quotidien. Est-ce que j'en fais le procès? Non, je ne me sens pas qualifié de faire un procès. Par contre, je me sens parfaitement autorisé d'en faire un constat très direct et très franc. C'est clair, ça, que l'autre menace, bien entendu, je l'ai dit au début, cette menace, c'est l'invasion de la langue anglaise. Une langue anglaise qui n'est certainement pas celle qui se parle au Royaume-Uni. C'est une langue qui est américaine, qui est une langue bâtarde. Il s'agit de se promener aux États-Unis. Remarquez que je mets une parenthèse. Depuis l'élection de Trump, je n'ai ni mis les pieds aux États-Unis et je n'ai jamais acheté un produit encore fait aux États-Unis depuis. Et j'espère que le 3 novembre, ça va changer. Fin de la parenthèse. Mais cette invasion, elle est planétaire à l'heure actuelle. C'est devenu la deuxième langue partout dans le monde, la Chine inclus. Et chez nous, les jeunes, tout ce qu'ils demandent, c'est la chanson anglophone. Ce sont des séries anglophones, des téléséries anglophones, certaines qui sont absolument extraordinaires, comme Game of Thrones, j'en conviens. Le grand rêve des gens aujourd'hui, c'est de parler l'anglais. Il faut parler l'anglais. C'est une nécessité de parler l'anglais. Je suis parfaitement conscient que l'anglais est devenu le mécanisme universel de communication parlée, notamment. Mais par ailleurs, j'en conviens dans la mesure où on fait des efforts équivalents pour bien conserver notre langue d'origine, c'est-à-dire la langue française. Oui, mais le danger est là et il est quotidien, absolument, pour répondre de façon très courte à une longue réponse. Il n'y a pas de problème, mais en même temps, vous deviez le voir venir, ce danger-là, parce que Oui. là, disons que ça se précipite dans les dernières années, mais ça remonte à loin. Moi, je me rappelle, tu sais, j'approche la quarantaine, mais déjà dans le début des années 90, on le voyait qu'on s'en allait tranquillement vers, disons, je ne sais pas comment dire ça, mais on s'en allait de plus en plus vers le côté américain ici au Québec. Ah, c'est certain. Écoutez, les vedettes, si vous demandez, si on fait des sondages qu'on appelle in situ, c'est-à-dire des gens Vox Pop et autres, voyez, tiens, Vox Pop, ça va vite, qu'on tombe très vite dans le truc. Mais si on le fait, c'est pas bien compliqué. Vous allez l'entendre par le niveau de réponse, la recherche des mots. Les gens hésitent, cherchent le mot. Aujourd'hui, c'est pas long. On envoie des termes anglophones qui font partie maintenant de façon usuelle de notre façon de s'exprimer. Et je m'inclus. Je ne m'exclus pas du tout de la chose. On est aux prises avec non seulement cette tendance, mais c'est devenu une réalité. On est envahi parfaitement. Prenez par exemple les grandes chaînes de télévision, je ne les nomme pas, mais facile à reconnaître, pour remplir la grille horaire. Qu'est-ce qu'on fait? On amène des séries américaines avec des doublages, oui, parfois et souvent, même dans certains cas, par des artistes québécois, mais ce sont des séries qui sont importées. Si
à quelque part, il y avait des décisions politiques à prendre, courageuses, notamment par des gens qui sont supposés nous représenter au premier chef, comme le Parti québécois, par exemple, par rapport à la primauté de la langue française au Québec. Ben moi, je pense que le nouveau chef du parti, il y a là un sacré défi devant lui. Et si on veut démontrer à quelque part un courage politique, je trouve que c'est le temps de le faire. Ils ont tout ce qu'il faut pour le faire, absolument tout. La protection de nos créations, par exemple, beaucoup plus d'espace dans les grilles horaires, par exemple, de mettre de côté des séries américaines. Moi, ça me dérange absolument pas de les remplacer par des produits de chez nous, de qualité, par exemple, et autres. Mais je n'ai rien entendu, je n'ai rien lu et je n'ai rien vu dans les intentions de quelque parti politique que ce soit, y compris celui qui est au pouvoir présentement, en rappelant que leur chef, il n'y a pas tellement longtemps encore, se battait pour la chefferie du Parti québécois. Mais est-ce que les pistes de solution passent nécessairement par la politique? Parce Non, que mais c'est si... un sacré bon exemple et c'est un sacré bon départ. Non, absolument pas. Ce n'est pas, je ne dis pas que ça c'est la solution exclusive, ce ne l'est absolument pas. Mais par contre, s'il y a absence de leadership de la part d'un gouvernement, je pense que ça n'invite pas beaucoup l'ensemble de la société à se trouver une ligne de conduite et à choisir A plutôt que B. Ça, c'est évident. On regarde à l'heure actuelle, on est en pleine COVID, là. Si on veut prendre ça comme exemple, le gouvernement martèle jour après jour après jour les 3 consignes, plus plein d'autres choses. Aujourd'hui ne fait pas exception. Depuis le 15 mars, presque sans arrêt, le gouvernement a été présent sur les ondes pour signifier sa prise, son imputabilité par rapport à la problématique, sa responsabilité par rapport à des moyens à prendre, sa façon de nous marteler les conditions, etc. Ben, si c'est vrai pour la COVID et si c'est bon pour combattre ce virus microscopique, ben, je pense que c'est également bon pour défendre et promouvoir et faire progresser la langue française ici. Vous savez, on est 8 millions, là. C'est pas beaucoup dans la perspective et de la francophonie, puis encore 2 davantage à l'échelle planétaire. Et s'il y a une menace, maintenant, si je projette dans un avenir rapproché, 50 ans, ce n'est pas beaucoup dans la vie d'une société, c'est moins de temps encore que depuis la Révolution tranquille qui a 60 ans cette année. Alors, je pense que l'effort vaut la peine d'être fait à tous les paliers, en commençant par le gouvernement. Oui, c'est ça, parce que quand vous parlez de tous les paliers, moi je pense au volet, bien sûr, de l'éducation, aussi quelque chose souvent qui peut aider les jeunes à adapter leur niveau de langage, à mieux parler le français. Je Oui, crois que c'est d'avoir des modèles forts. et ça, des modèles forts, vous savez, on en cherche quelques-uns. Par exemple, si je regarde très rapidement, ce n'est pas un sondage scientifique, mais c'est des impressions que je donne. Si je regarde ce qui se passe présentement au niveau de nos écoles, au niveau primaire, au niveau secondaire, collégial, c'est absolument affreux. Au niveau universitaire, j'ai affaire, dans le cadre de certaines de mes recherches, je découvre ici et là des thèses de maîtrise ou de doctorat et je regarde nécessairement la qualité de la langue utilisée dans ces documents, etc. Mais je me pose quand même de sérieuses questions sur l'acquis et sur la qualité de la langue en tant qu'outil maîtrisé par ces doctorants ou ces post-doctorants. Si je regarde le niveau primaire et secondaire, j'ose même pas faire une suite de commentaires. Et la première chose que je dis, regardons les enseignants eux-mêmes. Moi, ce que je regarde lorsque je regarde les enseignants, c'est d'abord, leur formation, 2, le perfectionnement qui existe dans les systèmes ou non. Je ne crois pas, je le mets quand même sous réserve avec un point d'interrogation, ça restera à vérifier, mais je ne crois pas, avec les informations que j'ai, qu'à l'heure actuelle, les enseignants, par exemple, de langue française, ont à des intervalles très réguliers des formations continues
pour leur aider à non seulement demeurer à jour, mais se perfectionner. Je ne pense pas que notre système d'éducation a ces espaces de disponibilité et, je dirais, moi, d'obligation. Voilà un endroit où le gouvernement devrait serrer la vis, en particulier le ministère de l'Éducation. Et je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, ce soit le cas. Les professeurs, les enseignants vieillissent. La nouvelle génération qui est appelée à prendre la relève, à mon avis, n'a pas les outils nécessaires pour relever ce défi qui les attend. Alors, à quelque part, poser la question, c'est pratiquement y répondre. Je comprends, mais en même temps, j'espère, M. Hall, que vous voyez quand même, disons, des avenues positives pour un futur, disons, à court et à moyen terme. Oui, bien, ce que je vois en particulier, ce qui me rassure, c'est que depuis une quinzaine d'années, il y a un secteur de la littérature qui a virtuellement explosé. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Et c'est la littérature jeunesse. La littérature jeunesse a connu une éclosion incroyable. Et quand je dis éclosion ici, ça c'est une bonne éclosion. A connu une sacrée éclosion depuis un certain nombre d'années. Éclosion, à mon sens, qui devrait, j'espère, que le ou la ministre de la Culture a pris bonne note de ça, et c'est un secteur qui non seulement devrait être encouragé, mais devrait être infiniment plus financé qu'il l'est à l'heure actuelle. Il ne devrait pas y avoir d'éditeurs au Québec, surtout en matière de littérature jeunesse, qui devraient éprouver des difficultés. Et s'il y en a, ben c'est un problème. Si ce secteur-là est fragilisé, c'est un problème. Et si c'est un problème, c'est parce que le ministère de la Culture, j'allais dire, il prend des trous pour les beignes au complet, là. C'est bon. Je pense qu'on ne peut pas se laisser sur une meilleure note que ça. Je la trouvais très bonne, M. Hall. Mettons-le. Il faut être sévère, vous savez, de temps en temps. Il faut... Le Québec, en tant que province, le Québec en tant que société distincte, on va faire un peu de politique ici, on va utiliser les termes qui sont appropriés, le Québec devrait hausser d'un cran son autocritique, ce que nous ne faisons pas suffisamment comme société. On est toujours là à avoir des explications un peu relâchées et de fuir notre propre autocritique. Et ça, je pense que c'est un défaut que nous avons. Nous sommes très tolérants, c'est une belle qualité. Nous sommes trop tolérants, c'est presque un défaut. Excellent. Mais je vous remercie beaucoup, M. Hall. Je vais vous laisser et on se reparle assurément une autre fois. Merci beaucoup. Ça me fait grand plaisir, Laurent. Merci. Là. Merci. Bye.